Sommaire de ce journal, avant la mise en œuvre de l'exécution des objectifs de développement durable ODD, un travail préalable de sensibilisation et d'explication des priorités nationales est primordial, d'où la formation initiée depuis ce matin à l'intention des députés à l'Assemblée nationale et des représentants des différentes institutions de la République. Et puis le pèlerinage à la Mecque pour le compte de cette année est officiellement lancé. Plus de 1600 places sont prévues pour les pèlerins togolais qui partiront le 22 août prochain. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, sachez que le président de la République, Faure Sezimna Gnassingbé, est arrivé ce mercredi après-midi à Berlin pour une visite officielle de 3 jours en Allemagne. Pour cette seconde visite du chef de l'État dans ce pays, il aura des entretiens avec son homologue allemand, Joachim Gauck, la chancelière Angela Merkel et le président de l'Assemblée allemande, le Bundestag. Cette visite sera également marquée par la signature d'un certain nombre d'accords de coopération entre les deux pays. Nous reviendrons plus en détail sur cette visite du chef de l'État et son arrivée dans nos prochaines éditions. Et ce communiqué du gouvernement pour poursuivre ce journal, le gouvernement a appris ce jour avec tristesse la disparition subite de l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de football du Togo, M. Stéphane Keshi. M. Keshi, que l'on ne présente plus, a contribué à l'écriture des plus belles pages de l'histoire du football togolais en le hissant au niveau mondial à travers sa qualification et sa participation à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. En ces moments douloureux, le gouvernement togolais adresse ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, à ses proches, mais aussi au public sportif africain et prie Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans son royaume. Les élus du peuple et les représentants des institutions de la République sont à l'école des objectifs de développement durable, ODD, à l'horizon 2030. Le ministère en charge de la planification du développement et les acteurs internationaux de développement, notamment le PNUD, entendent faire des participants à cette formation des chevilles ouvrières dans la mise en œuvre des politiques de développement autour de l'agenda 2030. Des précisions avec Gérard Lagodou et Prudence Zissou. Le Togo s'illustre dans une démarche participative pour une mise en œuvre réussie des ODD, Objectifs de développement durable, à l'horizon 2030. La même compréhension du processus par tous les acteurs de la vie socio-économique et politique du pays devient aujourd'hui un impératif. Les parlementaires et les membres des institutions de la République sont alors mis à contribution. Ils s'approprient les 17 ODD déclinés en 169 cibles. Ceci va guider leur choix dans l'adoption des tests en lien avec cette vision de développement mondial. Cet atelier va nous donner des informations utiles qui vont nous permettre de pouvoir maintenir le dialogue avec les populations que nous représentons. Nous aurons des outils qui vont nous permettre de nous assurer que les ODD sont pris en compte dans tous les programmes et politiques de développement élaborés par le gouvernement. La
L'appropriation et la maîtrise des enjeux du développement durable par la représentation nationale est une nouvelle approche selon le ministère de la Planification du Développement. Un programme qui balise la voie à l'avènement d'un monde meilleur pour tous. Le Togo s'active déjà à mieux assurer son émergence avec le PND, Programme national de développement sur la période 2018-2022, un outil de référence qui viendra remplacer la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Dans l'esprit de la préparation de notre prochain plan national de développement, l'Assemblée nationale sera consultée à un moment donné et donc il était opportun que dès le départ, on puisse partager avec eux les éléments sur lesquels, par la suite, ils devront se prononcer pour la validation donc des propositions d'actions de développement qui vont être mises en avant dans le plan national de développement. La même lecture des ODD par toutes les entités de la vie socio-économique et politique nationale permettra également d'enrichir les résultats des progrès enregistrés par le Togo dans ce processus. Un rapport sera présenté à cet effet à New York du 11 au 20 juillet prochain lors du forum de haut niveau sur le développement durable. Et dans un communiqué, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le demain jeudi 9 janvier 2016 à 15h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, le départ pour le Hajj 2016 au Togo, c'est le 22 août. La nouvelle a été rendue publique hier à Lomé au cours d'un point de presse organisé par la Commission nationale du Hajj. Rencontre à laquelle ont pris part les agences de voyage impliquées dans l'organisation de ce pèlerinage à la Mecque. Et pour cette année, 1650 places sont accordées au Togo. Viviane Nsouvi, Augustin Kossi, Ramdan Bassina. C'est le compte à rebours pour le Hajj 2016, le pèlerinage à la Mecque. En ces premiers jours du jeûne du mois béni de Ramadan, les fidèles musulmans sont appelés non seulement à accomplir le 4e pilier de l'islam, mais aussi à se préparer pour le Hajj 2016. À cette rencontre avec la presse et les acteurs impliqués dans l'organisation, la Commission nationale annonce que la date butoir des inscriptions est fixée au 1er juillet. La date de départ est fixée au 22 août 2016. Le nombre de places fixées pour notre pays, le Togo, est de 1650, tout compris. La date limite pour l'enregistrement d'un candidat au pèlerinage est fixée au 1er juillet 2016. Les autres conditions d'organisation n'ont pas véritablement changé. Le seul changement concerne l'acquisition par la CNH, par la Commission nationale du Hajj du Togo, d'une nouvelle ambulance pour les besoins des pèlerins sur place là-bas. Les agences sont invitées à s'assurer de la bonne santé des candidats au pèlerinage avant leur départ. Le prix du Hajj 2016 est fixé donc pour cette année à 2 050 000 francs CFA. Les agences réunies au sein de l'ENAVOT, ensemble des agences de voyage du Togo pour le Hajj, coordonnent l'organisation de ce pèlerinage, bien entendu avec l'appui de la Commission nationale. Le Hajj est lancé aujourd'hui avec un prix de 2,50 millions
qui n'a pas trouvé d'augmentation. Le Hajj, ce n'est pas un voyage comme on va à l'aérogare et on prend un véhicule. On doit se préparer. Il y a la documentation, il y a la santé qu'il faut voir, il y a tout ça, ça rentre dans les préparatifs. Donc nous demandons à nos futurs pèlerins de venir très vite à partir de cette date, d'aller vers leur agence de choix pour s'inscrire très tôt et payer le prix. 22 août, départ de la première vague. Deux compagnies aériennes, Askai et Flynas, ont été retenues pour ce voyage des musulmans en Terre Sainte. Le gouvernement met tout en œuvre pour assurer un bon hajj aux fidèles musulmans désireux d'accomplir le 5e pilier de l'islam. La délégation de l'Union européenne au Togo veut une coopération plus dynamique entre les universités publiques du Togo et celles occidentales. Cette coopération va porter essentiellement sur le financement de la recherche. Elle a organisé une session de formation à l'intention des enseignants-chercheurs afin de les outiller sur les techniques de recherche de financement destinées à la recherche. Et la rencontre porte sur les techniques et de montage de projets qui répondent aux normes occidentales pour leur permettre d'accéder au fond du programme Horizon 2020. Des précisions avec Félix Semdacha. Quelques soucis techniques, nous reviendrons tout à l'heure sur cette rencontre d'information des universités du Togo par la délégation de l'Union européenne dans le courant de cette édition. Notez également que les étudiants de l'université de Lomé sont en formation depuis ce lundi sur le système de passation des marchés publics au Togo. Cette initiative du club de la faculté des sciences économiques et de gestion, FASEG, en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics au Togo, ARMP, permettra aux participants étudiants d'avoir des prérequis sur le mécanisme d'octroi des marchés, de la réalisation et de la gestion des biens publics dans notre pays. Les précisions sur cette formation avec Luc Assi et Félix Mdacha. Les étudiants de l'Université de Lomé relèvent de demain à l'école du mécanisme d'octroi des marchés, de la réalisation et de la gestion des biens publics au Togo. Cette formation qui leur est donnée est assurée par l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, sur l'initiative du club culturel de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG. Ces étudiants vont renforcer leurs connaissances sur le rôle d'éveil et de contrôle qui les incombe en tant que citoyens. À l'endroit des étudiants, ils ne font pas partie des acteurs de la commande publique, mais il est apparu à l'autorité de régulation des marchés publics de les sensibiliser de manière à les initier très tôt à ce que c'est que les marchés publics, afin que le travail au bout soit mieux compris. Les formateurs qui sont issus du bassin de formateurs vont les entretenir sur la réglementation en matière de marché public, les principes fondamentaux. Le secteur des marchés publics constitue de nos jours un véritable débouché d'emploi qui suscite de plus en plus un intérêt important auprès des institutions de formation. Ces étudiants se mettent à niveau pour répondre aux besoins de personnel qualifié exprimés par ce secteur d'activité. Le corps culturel de la FASEG, surtout en réponse à de nombreuses demandes de la part des étudiants, a voulu organiser cet atelier pour permettre aux étudiants de disposer de ce livre acquis en système de passation des marchés publics, d'avoir
connaissance du nouveau code en vigueur au Togo et les procédures de passation. Cette formation d'une semaine, deuxième du genre à l'Université de Lomé, permet à la RMP de jeter les bases pour la création d'une formation diplômante en faveur des étudiants togolais. Et on en vient à cette rencontre d'information initiée par la délégation de l'Union européenne au Togo à l'intention des enseignants-chercheurs. L'Union européenne qui veut ainsi une coopération plus dynamique entre les universités du Togo et celles occidentales. Et la formation était basée sur la recherche essentiellement. Les précisions avec Félix Semundacha. L'enseignement et la formation des étudiants, ils en ont fait leur sacerdoce. Et pour contribuer davantage au développement du pays, ils font aussi de la recherche, une matière très coûteuse qui nécessite l'appui des partenaires multilatéraux. Et les universités publiques du Togo peuvent les trouver et étendre leur nombre. Toutefois, il est nécessaire de maîtriser les techniques de montage de projets pour répondre aux critères de sélection à certains projets, notamment le programme Horizon 2020 mis en place en Europe. On essaie de faire connaître aux chercheurs de l'Université de Lomé les possibilités qui existent de se joindre à tous ces domaines de recherche qui existent déjà en Europe et qui demandent aussi parfois beaucoup d'expertise ailleurs les frontières européennes. Donc dans, par exemple, les universités africaines ou les universités de Lomé ou de Kara. Ces programmes Horizon 2020 travaillent dans des problématiques qui sont très proches, très chères au Togo. Par exemple, la croissance démographique, la santé, l'urbanisation, les changements climatiques, les énergies propres. Dans tous ces domaines, ça serait facile si les chercheurs du Togo développent une certaine initiative, probablement à s'ajouter à des recherches qui existent déjà, qui sont en cours dans des universités européennes. Et vous voyez, si le fait de pouvoir travailler en réseau avec d'autres chercheurs européens, ça pourrait bénéficier tout le monde. Ça serait ce qu'on appelle une stratégie gagnante. Pour financer la recherche, il est aussi important de répondre aux nombreuses difficultés qui minent le secteur et donner une nouvelle dynamique aux actions qui convergent à l'émergence du Togo. Pas de financement, ça veut dire que pas de recherche. Parce que les infrastructures pour la recherche sont très chères. Le matériel pour faire la recherche est très cher. Le personnel qualifié pour faire la recherche c'est très cher. Et donc, quand il n'y a pas de financement, vous comprenez, ça ne marche. Nous avons l'intention d'aller, d'ici l'horizon 2030, devenir un pays émergent. Et tout ce que nous devons faire en matière de la transformation des ressources naturelles devrait d'abord être travaillé suffisamment par la recherche. La présente rencontre de formation et d'information sur le montage des projets a été initiée par la délégation de l'Union européenne au Togo. Une politique qui vise à renforcer les relations entre cette institution et les universités publiques du Togo pour participer au développement du pays. La sage-femme togolaise et le développement de la nation. C'est le thème de la journée scientifique internationale organisée lundi dernier pour le 50e anniversaire de l'association des sages-femmes du Togo. Les précisions avec Eric Dianikor et Kassena Baga. Les sages-femmes du Togo disent merci à Dieu pour les 50 ans de leur organisation. Il s'agit de l'association des sages-femmes du Togo, Asafeto, qui organise et réglemente leur profession. L'association accompagne également les membres dans leurs activités et défend leurs intérêts. Pour ce jubilé d'or, l'heure était au bilan. Le bilan des 50 ans est largement positif parce qu'au départ, elles étaient moins de 100
Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000. L'association s'est employée durant ces 50 années à démystifier, à changer la donne en allant vers les communautés, en les sensibilisant, en leur expliquant le bien fondé d'utiliser les soins efficaces, les soins de qualité, avec l'appui de certaines autorités de ce pays. Nous avons bénéficié d'un terrain et sur fonds propres, nous avons construit et nous offrons un minimum de services, de soins et services à moindre coût à la population. En dépit de ces bonnes performances, des défis restent encore à relever pour permettre aux sages-femmes de jouer efficacement leur rôle dans le processus de développement du pays. C'est la sage-femme qui aide à donner la vie. Quel que soit ce qu'on dit, c'est elle. Donc si elle donne mal la vie, il ne peut pas avoir des hommes, des femmes, des jeunes valides. Donc, non seulement il faut qu'elle donne la vie dans de bonnes conditions, mais après, il faut qu'elle suive aussi ce qu'elle a aidé à produire. C'est ce rôle au service du développement qui a permis aux sages-femmes de porter leur réflexion sur la prise en charge de la pré-éclampsie, troisième cause directe de mortalité maternelle après les hémorragies et les infections, au cours de la journée scientifique organisée pour marquer le 50e anniversaire de la SAFETO. La pré-éclampsie est une pathologie qui ne prévient pas. Elle apparaît alors que peut-être même on ne s'attendait pas. Si on agit sur la pré-éclampsie, on va diminuer énormément les décès de femmes. Il était question pour les sages-femmes d'accompagner les efforts du gouvernement dans le contexte de la santé maternelle et infantile, notamment la mise en œuvre de la CARMA et la subvention à 90% de la césarienne. Voilà pourquoi la ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme, représentant le chef de l'État, est venue transmettre la gratitude et les encouragements de l'ensemble du gouvernement aux sages-femmes. Le chef de l'État, plus haute autorité de ce pays, reconnaît que les sages-femmes sont de braves femmes qui luttent et qui font en sorte que les femmes survivent de l'accouchement et que les enfants puissent naître en bonne santé et en sécurité. Pour cela, il les félicite et les encourage à aller de l'avant avec détermination. Très sensible à cette marque de reconnaissance du chef de l'État, les sages-femmes lui ont adressé un cadeau symbolique. L'autre temps fort de ces assises a été le lancement de la Fondation des sages-femmes pionnières qui va œuvrer à la base, à la formation initiale puis à la formation continue des sages-femmes. La SAFETO est née le 6 juin 1966 avec le décès de Madame de Servie Akwakli Loretta, une sage-femme des suites de couches immédiates de sa toute première gestation. Et ce communiqué pour poursuivre cette édition, ce communiqué à l'endroit des usagers de la route nationale numéro 1. Le ministre des Infrastructures et des Transports porte à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 1 que les travaux de réparation des malfaçons sur le contournement d'Alédio, dit Alédio 1, sur la section allant d'Aléide à Kwewa sont achevés. En conséquence, le trafic reprend sur l'ensemble des deux voies de contournement à compter de demain jeudi 9 juin 2016 à partir de 6 heures.
Le ministre remercie les usagers pour la bonne compréhension dont ils ont fait preuve durant les travaux. Il les exhorte à la prudence, au respect du code de la route ainsi qu'aux dispositions du règlement numéro 14/2005/CM/UMOA du 16 décembre 2005 relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. La suite de cette édition avec cette interrogation: quel avenir pour les archives? Pour une gestion physique et électronique de ces documents, tout public comme privé, l'association francophone des professionnels de la gestion électronique des documents vient d'ouvrir sa 12e session de formation des archivistes à Lomé. Venus de différents pays d'Afrique, ces agents de l'archivage seront outillés sur les technologies de gestion efficaces dans le secteur. Les précisions avec Gérard Lagoudou et Albertine Yaki. Les professionnels des archives électroniques à la maîtrise de classement adéquat sur les techniques et stratégies des documents, c'est l'initiative prise par l'association francophone des professionnels de la gestion électronique des documents. La formation sous-régionale qui se tient à Lomé répond aux principes fondamentaux des archives selon les normes internationales. Dans la formation classique des bibliothécaires, nous faisions tout manuellement. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut retrouver le document, même si ce n'est pas sur le support papier, en copie virtuelle. Et tout le monde peut partager le même document sans le savoir. L'information est aujourd'hui véhiculée par des supports. Autant passé c'était des supports papier, aujourd'hui il y a le numérique qui vient. Donc tout ça là constitue des savoirs que l'on consigne sur des supports. Et il faut les gérer, il faut les organiser afin de pouvoir en bénéficier. Donc quand on range les archives d'une manière convenable, quand on a besoin d'informations, on le trouve rapidement. C'est la même chose à la documentation, on doit classer les documents. Auquel cas, quand on demande un document, il ne faut pas perdre de temps pour trouver l'information. Les participants à cette rencontre du stage de formation comptent se perfectionner davantage dans leur domaine d'activité. Je viens à partir de l'exposé du secrétaire général de la FROJET de découvrir comment il faut le faire. Sinon, il est très difficile jusqu'à aujourd'hui de satisfaire au mieux les lecteurs qui viennent à notre niveau. Il est important de pouvoir organiser ces archives parce qu'une société sans archives est une société sans histoire. Donc il faille qu'on fasse d'abord l'organisation physique des documents et après, quand on a fini d'organiser physiquement les documents, on fait la dématérialisation. Donc aujourd'hui, on part dans l'économie numérique. Nous allons apprendre encore de nouvelles manières de conservation et de numérisation. On a énuméré un certain nombre de logiciels qui sont sur lesquels nous allons être formés. L'harmonisation des techniques de traitement des documents physiques et électroniques promeut les archives dans les différents services administratifs selon les responsables en charge de la formation. Ceci favorise une gestion rapide au sein de la base des données. Toutefois, la promotion des archives électroniques devra bénéficier d'un accompagnement pour une mise à niveau permanente des acteurs. Hors du Togo, en bref, l'appel du président du Niger, Mahamadou Issoufou, semble avoir été entendu ces dernières heures.
Une source policière tchadienne annonce l'envoi de troupes pour épauler l'armée nigérienne en grande difficulté face à Boko Haram. Et vous l'aurez compris à travers le communiqué du gouvernement du cours de cette édition, l'information est tombée tôt ce matin sur le compte Twitter de la Fédération nigériane de football, la mort de l'ancien international Stephen Keshi. Âgé de 54 ans, Stephen Keshi a eu un grand palmarès de joueurs et de sélectionneurs dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Togo. Les circonstances de sa mort sont inconnues pour l'heure, mais certaines sources avancent l'hypothèse d'une crise cardiaque. Lamine Konaté. Stephen Oketuku Keshi, ce nom restera gravé dans la mémoire collective des Togolais comme l'entraîneur qui a conduit les éperviers à leur première Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. Arrivé à la tête des éperviers en 2004, Stephen Keshi a su constituer une équipe solide en vue des éliminatoires de la CAN et la Coupe du Monde 2006. Après un excellent parcours, les éperviers obtiennent une double qualification. Malheureusement, Stephen Keshi sera limogé au lendemain de la CAN égyptienne en 2006 et ne pourra pas accompagner les éperviers pour leur expédition allemande. Revenu au Togo en 2007 et en 2011, il n'a pas connu la même réussite que lors de son premier passage. Il y a 2 semaines, on était au téléphone et vraiment ça fait vraiment très mal d'apprendre ce mauvaise nouvelle ce matin. Vous savez, c'est un monsieur qui nous a permis de toucher le haut niveau parce que c'est lui qui nous a fait qualifier pour la Coupe du Monde. C'est un grand homme que le football africain a perdu. Et il y a un an de cela, j'étais à l'entraînement et son agent m'a téléphoné et j'ai eu la chance de communiquer avec lui. C'est quelqu'un qui aime travailler, qui est très gentil. Même s'il y a des problèmes avec certains joueurs, c'est quelqu'un qui veut l'excellence. Et l'Afrique a perdu un grand entraîneur. En dehors du Togo, Keshi a entraîné le Mali avant de remporter la CAN avec son pays, le Nigeria, en 2013 en Afrique du Sud. Un an plus tard, il qualifie les Super Eagles pour le mondial brésilien où ils ont atteint les 8e de finale éliminés par la France. Ancien joueur d'Africa Sport de Côte d'Ivoire, de Lekeren en Belgique et de Strasbourg en France, surnommé Big Boss, il a disputé la Coupe du Monde 94 après avoir remporté la CAN la même année avec les Super Eagles du Nigeria. Stephen Keshi est décédé tôt ce mercredi matin à l'âge de 54 ans. Que la terre lui soit légère. La société ADTF, africaine des travaux et fournitures, a réuni ce matin à Lomé les architectes du Togo pour leur présenter la nouvelle gamme de produits Daikin mis sur le marché. Des produits plus efficaces, de haut de gamme, plus adaptés aux réalités africaines. À la découverte des produits de marque Daikin dans ce reportage signé Marceline Tchakala et Carmen Maggi. Les architectes du Togo découvrent les nouveaux produits Daikin disponibles sur les marchés africains. La marque Daikin propose des appareils de climatisation et de réfrigération de haute gamme adaptés au contexte africain. Plus efficaces et fiables, les produits Daikin ont une durée de vie plus longue et assurent aux utilisateurs un confort optimal et leur permet de faire des économies en énergie.
former les architectes, ou en tout cas leur expliquer ce qui existe sur le marché comme solution, peut être une bonne chose pour les clients finaux. Nous offrons du plus petit climatiseur pour applications résidentielles, en passant par notre gamme VRV pour applications commerciales et industrielles, et au groupe d'eau glacée. Alors le marché togolais est un marché qui bouge. On voit clairement que il y a une certaine volonté de faire avancer le pays, et nous sommes très confiants en l'avenir pour le Togo. Au Togo, la Société africaine des travaux et fournitures ATDF propose un éventail de produits Daikin allant du split nouvelle génération au R410A au groupe d'eau glacée VIS Inverta 2. Lorsque vous mettez un climatiseur, du jour au lendemain, votre facture est multipliée par 5 voire par 10. Alors comment faire pour réduire cette consommation d'électricité? Nous avons cherché, nous avons trouvé qu'au niveau de Daikin, il y a une solution. C'est important que dans nos pays où nous commençons par amorcer le développement, qu'on fasse de l'économie d'énergie pour booster l'économie. Le produit est garanti et nous assurons le service après-vente. Nous, c'est quoi? Nous, c'est ADTF, Africaine des travaux et fournitures. Nous assurons le service après-vente et nous sommes tout le temps en contact permanent avec le fournisseur qui est le fabricant en même temps qu'on appelle Daikin. Cette rencontre a permis aux architectes de connaître les avantages qu'offrent les produits Daikin. Daikin est une compagnie multinationale japonaise. Elle est présente en Afrique depuis plus de 40 ans déjà. Ces appareils et climatiseurs split ont gagné de nombreux prix de design à travers le monde. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique informe le public que dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Koweït, le Conseil national de la culture, des arts et des lettres du Koweït souhaiterait assurer la promotion de la culture togolaise, c'est-à-dire la musique et la littérature. À cet effet, il est demandé aux artistes qui le désirent de mettre à la disposition de l'ambassade du Togo au Koweït leurs CD et des résumés de leurs œuvres littéraires en vue de permettre au Conseil national de la culture, des arts et des lettres du Koweït de se faire une idée plus précise de la culture togolaise dans les domaines mentionnés et dans l'optique d'échanges futurs. Les artistes qui seront retenus dans le cadre de cette opération participeront à des échanges entre le Togo et le Koweït. En ce qui concerne les œuvres littéraires retenues, elles seront traduites en arabe et bénéficieront d'une promotion au Koweït. Pour plus d'informations, contactez la direction de la promotion des arts et de la culture assise au 47 avenue des Nations Unies en face du PNUD au téléphone 22 20 87 30 à Lomé. Voilà, c'est sur ce communiqué sur la promotion de la coopération entre le Togo et le Koweït que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.